Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire, un webinaire qui se veut participatif, d'une durée d'1 heure, qui est consacré aux AI et partenaires de Tapage. Donc participatif, donc on attend vos questions soit dans le chat, sur l'espace en haut à gauche, discussion publique, vous pouvez écrire vos questions dans cet onglet. Également, l'événement est ouvert, donc vous pouvez éventuellement lever la main. La petite main se trouve en bas à droite si vous avez une question. Ouvrir votre micro, voire votre caméra, tout en sachant toutefois que cette session est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas être sur la vidéo, eh bien, merci de bien vouloir fermer vos caméras. Donc, je le disais, un webinaire participatif qui a pour objectif d'échanger autour des pratiques, de pouvoir répondre aux difficultés rencontrées et également de renforcer l'usage des outils de la plateforme de l'inclusion. Donc, je remercie toutes les personnes présentes aujourd'hui et également nos partenaires. On va commencer par un petit tour de table pour que vous puissiez bien nous identifier. Et on va commencer par, alors je suis désolée, la première qui se trouve sur les petites images, c'est Annabelle, pardon, si vous voulez bien vous présenter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Annabelle Schwartz, je travaille au sein de l'association Tapage France et donc nous accompagnons de Xapacarut qui porte des programmes Tapage à travers toute la France. Ravie de vous retrouver lors de ce webinaire. Merci beaucoup. Aude, est-ce qu'il est possible de prendre la suite ? Bien sûr. Bonjour à tous. Aude Amarurtu, je représente l'UNAI, l'Union nationale des associations intermédiaires, qui fédère et représente les AI. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc pour ma part, je suis Aurélie Depernay, chargée de déploiement pour la plateforme de l'inclusion et je suis en compagnie de ma collaboratrice Samia. Samia, un petit mot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire, donc également chargée de déploiement au sein de la plateforme de l'inclusion avec Aurélie. Merci Samia. Alors juste en préambule, la plateforme de l'inclusion, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une plateforme qui regroupe des services numériques d'intérêt général et pas que, puisque Samia notamment nous parlera d'un support papier, d'un outil sous forme papier. Donc des outils pour l'insertion socio-professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Notre mission, c'est de faciliter la vie des personnes éloignées de l'emploi et de celles et ceux qui l'accompagnent, donc en outillant notamment l'écosystème de l'insertion pour démultiplier l'impact des acteurs du terrain. Alors, sur l'ordre du jour, aujourd'hui, donc on va avoir 3 temps en essayant également de répondre à toutes vos questions, surtout n'hésitez pas. Donc un premier point qui sera animé par Annabelle et Aude sur le fonctionnement du dispositif Tapage et le rôle des AI dans le dispositif. Ensuite, on prendra la main avec Samia sur un focus sur des points d'attention, notamment sur le rôle du prescripteur habilité, la gestion du pass IAE. Ce sera peut-être le moment de répondre aussi à toutes vos interrogations. Et enfin, on terminera par un focus sur des outils de la plateforme de l'inclusion. Je laisse la main pour la première partie à Annabelle et Aude et je vais suivre le petit diapo. Merci. Oui, merci. Alors, merci. Donc, en introduction, voilà, par des gens qui êtes là, vous connaissez bien le fonctionnement de Tapage. Qui dit programme Tapage, dit forcément association intermédiaire partenaire d'Xapacarut qui porte le dispositif Tapage, car sur Tapage, les jeunes qui sont mobilisés ont un contrat de travail qui est un CDD d'usage, qui est donc du coup porté par une association intermédiaire partenaire sur le territoire. En introduction, je voulais juste vous remettre quelques petits chiffres sur l'année 2025 pour que vous ayez un petit peu une vision globale de l'activité Tapage. Sur 2025, on a à peu près 2000 jeunes, tapageurs et tapageuses, comme on les appelle, qui ont pu être mobilisés sur des plateaux de travail à travers de notre réseau des programmes Tapage dans toute la France. Sur ces presque 2000 jeunes qui ont été mobilisés sur Tapage, on a à peu près 800 jeunes qui ont pu sortir du programme Tapage. Et sur ces 800 jeunes qui sont sortis du programme Tapage, on en a à peu près 44% qui ont eu une sortie positive emploi. Voilà, qui ont pu du coup quitter Tapage pour rejoindre soit un CDD, soit un CDI, soit une structure de l'insertion par activité économique, soit reprendre une formation. Donc c'est vrai que là, on est un peu au cœur de ce qu'est aussi la plateforme de l'inclusion, de pouvoir accompagner ce retour vers l'emploi ou vers la formation auprès de ces jeunes tapageurs et tapageuses. Mais surtout, le chiffre pour lequel
Nous sommes surtout le plus, je dirais, fiers et qui est le plus important, c'est du coup les différentes informations concernant les prises en charge médicales en addictologie et également en suivi psy que ces jeunes ont pu mettre en place lors de leur passage sur Tapage. Tapage, on est avant tout sur un dispositif de soins, de réduction des risques liés aux consommations. Donc ce chiffre de 71% des jeunes qui, lors de leur passage sur Tapage, ont pu initier une prise en charge en addictologie, on est très content de ce chiffre et la preuve que du coup Tapage marche pour que ces jeunes puissent essayer de reprendre en main leur consommation. Il y a une deuxième diapositive qui vient, c'est pour vous montrer plutôt là le réseau actuellement. Du coup, à fin 2025, nous étions à 80 programmes Tapage, partout en France, métropole et outre-mer. Et vous pouvez voir que le réseau est vraiment présent partout en France. Et qui dit 80 programmes Tapage, portés toujours par Dexapa Carut, dit 80 associations intermédiaires partenaires sur chacun des territoires. Et ce réseau a vocation à continuer à grossir, puisque chaque année, nous sommes sollicités par Dexapa Carut qui souhaitent développer Tapage au sein de leur établissement pour avoir un moyen, un outil d'aller vers un public jeune qui ne vient pas à eux. Donc ce réseau va continuer à grossir et donc des nouvelles associations intermédiaires vont pouvoir rejoindre le réseau Tapage dans les mois qui viennent. J'en termine là pour mon introduction très rapide. Merci beaucoup. Et pour ma part, ça va être encore plus rapide. Donc, je représente, donc, comme je disais, l'UNAI, l'Union nationale des associations intermédiaires. Nous sommes à tête de réseau, donc des AI. On propose tout un tas de services à nos adhérents qui sont résumés ici. Les AI sont les partenaires de Tapage, comme l'a dit si bien Annabelle à l'instant. Sans AI, pas de programme Tapage, donc c'est vraiment important. C'est un plaisir de pouvoir travailler sur ce programme parce que c'est vrai que ça répond pleinement à la mission des AI d'aller vers les publics les plus éloignés et les plus en besoin. C'est un public qu'on adresse mal sans le programme Tapage, donc c'est vraiment intéressant pour nous de le faire. Comme disait Annabelle, aujourd'hui on est à peu près 80 AI sur le dispositif. En gros, une moitié adhérente de l'UNAI, une autre moitié qui est adhérente d'autres réseaux ou adhérente d'aucun réseau. Nous, au sein de l'UNAI, on travaille en proximité avec la plateforme de l'inclusion et le réseau Tapage pour toutes les AI. On les représente toutes, l'idée étant, et c'est l'objectif de ce webinaire, de partager et d'échanger sur le quotidien de ce programme, parce que c'est vrai qu'on reçoit souvent des questions très opérationnelles, parce que ça change un peu de nos habitudes au sein des AI, donc c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir en parler aujourd'hui autour de la table et que vous puissiez remonter votre vécu, vos difficultés, aussi ce qui marche bien. Donc, j'espère que ce programme continuera à aller très loin. Merci beaucoup. Alors, on va donc passer au service des emplois de l'inclusion que vous connaissez certainement, en évoquant un petit peu des points d'attention et peut-être que ça sera le moment aussi pour vous de nous poser toutes vos questions. On est là avec Samia pour essayer d'y répondre, donc surtout n'hésitez pas. Peut-être un premier point d'attention pour ce qui concerne le rôle du prescripteur habilité. Donc, vous le savez, il y a des prescripteurs habilités. Ils peuvent être habilités du fait d'un arrêté fixé au national. Il y a un certain nombre d'organisations qui peuvent prétendre à ce compte qui est disponible sur le site des emplois de l'inclusion et dont notamment l'Exapa et Carud font partie. Mais pas que, il y a bien sûr d'autres organisations sur le support. On va vous adresser le support à l'issue de ce webinaire. Vous avez des liens pour pouvoir retrouver notamment la liste des prescripteurs habilités, si vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce qu'un prescripteur habilité? Alors, un prescripteur habilité, il a des fonctionnalités supplémentaires vis-à-vis d'un compte orienteur, disponible aussi sur le site des emplois de l'inclusion. Et la principale est notamment de valider l'éligibilité à l'insertion par l'activité économique d'un candidat pour 6 mois. C'est-à-dire qu'il peut réaliser un diagnostic et à l'issue de l'entretien socio-professionnel, renseigner sur le site des emplois de l'inclusion son diagnostic et valider l'éligibilité de la personne pour 6 mois. Ça veut dire que s'il envoie une candidature vers une SIAE, cette SIAE n'aura pas besoin à son tour de refaire un diagnostic puisqu'il sera déjà fait.
elle n'aura pas besoin de vérifier les critères administratifs. Il n'y aura pas besoin non plus de justificatifs qui attestent les critères administratifs, puisqu'il n'y aura jamais de contrôle, notamment réalisé par les DETS, suite à une embauche dont la candidature initiale était envoyée par un prescripteur habilité. Donc ça, c'est un point assez important du rôle du prescripteur habilité, donc valider l'éligibilité d'un candidat pour 6 mois. Ensuite, il y a des fonctionnalités également un petit peu plus à la marge, notamment le prescripteur habilité peut déroger aux critères administratifs exigés pour l'IAE. Alors, c'est vrai que bien souvent, les prescripteurs qui accompagnent un public, eh bien, leur situation répond à des critères administratifs de niveau 1 ou de niveau 2. Les SIAE qui souhaitent valider un diagnostic d'éligibilité doivent impérativement vérifier ces critères, soit un critère de niveau 1 ou bien 2 à 3 critères de niveau 2. Par contre, le prescripteur habilité, ça va vraiment être son diagnostic socio-professionnel de la situation qui va lui permettre de dire si oui ou non il est pertinent pour la personne d'entrer dans un parcours IAE. Et en ce sens, eh bien finalement, il peut tout à fait déroger aux critères administratifs s'il le souhaite. Autre point, donc le prescripteur habilité va pouvoir déroger au délai de carence entre 2 passes IAE. Donc vous le savez, un pass IAE initial a une durée de validité de 2 ans. Il est déclenché dès lors qu'une SIAE va valider une candidature, va réaliser aussi une autoprescription. Le début du pass démarrera à partir de la date de début du contrat qui aura été saisi. Et à l'issue des 2 ans, notamment pour une durée de 2 ans, normalement, bien, le dispositif doit permettre, dans le meilleur des cas, permettre à la personne d'accéder à un emploi plus durable. L'IAE est vraiment un tremplin pour accéder à une insertion professionnelle plus durable. Dans certains cas, si la personne n'a pas réussi, pour X raisons, ne lui a pas permis d'entrer dans un emploi plus durable, eh bien, seul un prescripteur habilité pourrait éventuellement permettre à cette personne d'obtenir un second pass IAE sans passer par un délai de carence de 2 ans. Donc, je m'explique, le pass est échu au-delà des 2 ans. Si une SIAE souhaite embaucher directement la personne, elle ne pourra pas, puisqu'il y a ce fameux délai de carence de 2 ans entre 2 passes, donc ça ne sera pas possible. Par contre, si c'est un prescripteur habilité qui reçoit la personne et que ce prescripteur habilité considère qu'il y a toujours besoin d'un accompagnement dans le cadre de l'IAE, il pourra refaire un diagnostic et l'employeur qui souhaite recruter la personne pourra le faire et ça générera potentiellement un second pass IAE. Et enfin, les SIAE auront également besoin d'un prescripteur habilité dès lors qu'ils souhaiteront prolonger un pass pour certains motifs. On va le voir un petit peu plus précisément dans les détails à la suite de cette présentation. Donc d'abord, sur le rôle du prescripteur habilité, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes au clair sur ce rôle très particulier? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Pas de questions? Oui, n'hésitez pas à nous faire part peut-être aussi, ou sinon si vous aviez eu une délicatesse ou un blocage par rapport à ce délai de carence, ce genre de choses. Est-ce que c'est une situation que vous avez pu vivre, vous, prescripteur habilité programme tapage? Non, apparemment pas. Tant mieux, tant mieux. Continuez après. Alors, je poursuis toujours sur le prescripteur habilité. Excusez-moi, Annabelle, Gary, moi je ne me vois pas à l'écran, donc voilà. Oui, bonjour Gary, donc tapage Montargis, bonjour Gary. Montargis, bonjour. Du coup, moi j'ai un souci avec un jeune qu'on a fait rentrer l'an dernier sur tapage, qui a obtenu du coup un contrat avec une SIAE et qui s'est pas très bien passé et il est sorti en début de l'année 2026. Sauf qu'aujourd'hui, il souhaite revenir sur tapage, travailler avec nous, avec l'accompagnement qui va avec. Et le problème, c'est que notre AI nous dit, je peux pas le reprendre, je peux pas le réinscrire parce qu'en fait, il est encore accompagné par la taguée, la SIAE qui était avant. Et du coup, son cas est bloqué. On peut rien faire avec lui. Donc moi, c'est pour ça que je suis là aussi. J'aimerais un peu régler cette situation en ayant des arguments avec mon AI et en expliquant en fait de quelle manière on peut le réinscrire sur tapage.
Donc, lui, il est encore enregistré auprès de l'autre SIAE auprès de laquelle il travaillait juste en début d'année? Oui. Est-ce que tu veux répondre ou tu veux que je réponde, Aurélie? Oh, bah, je t'en prie, vas-y. Bonjour Gary. En fait, il faut tout simplement que votre AI déclare une nouvelle embauche pour qu'il puisse revenir dans l'accompagnement. Tout simplement. Par contre, ça ne pourra pas se faire de façon rétroactive, c'est-à-dire que si il déclare une nouvelle embauche, ça sera qu'à partir de la date du jour. Alors, je suis là une question, mais je n'ai pas accès au microphone. Ce n'est pas l'accompagnement qui pose problème, c'est la dette. Alors là, pour le coup, j'ai besoin de plus de précision parce que je ne vois pas pourquoi la dette poserait problème si le pass IAE est toujours valide. Si vous pouviez juste nous apporter quelques précisions. Parce que on l'a déjà eu en parcours avant. En fait, dès lors que vous avez votre pass, dès lors que le pass IAE est valide, dès lors que le pass IAE est valable pour une durée de 2 ans, pour le coup, le pass appartient à la personne. Et donc, du coup, il peut basculer d'une AI à une ACI, à une TTI, à une EI, là-dessus, et même revenir, et très souvent, ça arrive, sur la même structure initiale. Et du coup, il faut justifier un minimum le pourquoi on redemande un pass quand il est passé par plusieurs SIAE. Alors, pour le coup, ça veut dire que son pass n'est plus valable. On n'est pas dans le cas de figure que la personne, son pass est encore en cours de validité. Alors, le souci, c'est que depuis le fin avril, je n'ai plus accès aux jeunes que j'avais positionnés sur la plateforme. Parce qu'il y a eu une mise à jour et du coup, bah voilà, j'ai plus du tout accès moi au profil des jeunes qui sont arrivés en septembre 2024 et avril 2026. Donc, je n'ai plus accès à son pass et je peux taper son nom va pas sortir. Voilà. Par contre, mon AI, voilà, il est toujours enregistré dans mon AI et du coup, bah ils veulent pas s'engager à le faire travailler sur ta page. Voilà. Mon souci, il est là. Normalement, si la personne, le pass est en cours, n'est plus valable, vous avez la possibilité de demander une prolongation. Et là, pour le coup, ce n'est pas la dette, mais c'est un prescripteur habilité qui valide ou non si on prolonge la durée du pass, qui est normalement de 2 ans. Mais comme les fonctionnalités des prescripteurs habilités, comme vous l'a présenté Aurélie, un prescripteur habilité peut justement valider la prolongation d'un pass. Si le pass a expiré et que il ne s'agit pas d'une prolongation, on est dans le cas de figure d'une dérogation du délai de carence entre 2 passes IAE. Et encore une fois, là, il faut voir avec le conseiller France Travail ou la mission locale, plutôt parce que c'est un jeune, ou avec Cap Emploi. Il y a une vingtaine de prescripteurs habilités qui le sont au national, donc vous pouvez consulter la liste. S'il y a l'un de ces prescripteurs qui accompagne en plus en parallèle votre bénéficiaire pour refaire une candidature et déroger à ce délai de carence. Par contre, cette notion de dette qui bloque, attention, c'est-à-dire que nous, on a la faisabilité sur les emplois de l'inclusion au niveau national et on suit au niveau réglementaire. Par contre, n'oubliez pas que les dettes, c'est elles qui financent aussi les aides au poste et elles peuvent avoir certaines spécificités d'un territoire à un autre qui, pour le coup, n'est pas bloquant informatiquement et techniquement, mais là, pour le coup, il faut échanger directement avec votre dette. Et là, c'est un cas un peu particulier, donc comme ça, sans aller regarder le dossier du demandeur d'emploi, du bénéficiaire, pardon, vous répondre, je saurais pas. Vous pouvez nous écrire au support pour qu'on puisse regarder la situation, mais si vous dites que la dette, elle bloque, là, c'est vraiment par rapport à votre territoire, parce que normalement, il n'y a pas techniquement, rien ne peut bloquer. Il y a une solution. Voilà. Sur les emplois, ce n'est pas bloquant. En tout cas, techniquement, ce n'est pas bloquant. D'accord. Bah, comme ce que proposait en effet Élise d'Emploi Gâtinais, c'est qu'on puisse peut-être faire un point spécifiquement sur cette situation de ce jeune, puisqu'en effet, normalement, il ne devrait pas y avoir de raison de blocage, donc on puisse peut-être un peu creuser. Parce que comme ce que tu dis, Samia, normalement, on devrait pouvoir inscrire ce jeune et pouvoir le réorienter du coup vers Emploi Gâtinais pour qu'il puisse de nouveau avoir un CDD d'usage.
Donc oui, Gary et Elise, et on pourra se refaire le point plus spécifiquement ensemble sur la situation de ce jeune, en effet, qui, je sais, est bloqué déjà depuis un certain temps, pour qu'on puisse avancer sur la situation de ce jeune, mais également nous aussi avancer sur le webinaire, si ça vous convient. Ok, eh bien, on va pouvoir poursuivre. Merci pour les réponses. Alors, on reste encore sur le prescripteur habilité. Juste de rappeler un petit peu, entre guillemets, les bonnes pratiques de la prescription, s'il y a des prescripteurs habilités parmi nous. Donc déjà, c'est de bien préparer et de qualifier la candidature avant sa transmission. On entend par là d'orienter le candidat vers une structure, une fiche de poste adaptée à son profil. Et pour ce faire, les prescripteurs habilités ont la main sur un moteur de recherche où ils peuvent identifier une fiche structure, une fiche de poste, voire contacter la structure s'il y a des questions sur le bien fondé de l'orientation. Ça, c'est important, de bien adapter le profil en fonction de ce que va proposer la SIAE. De préparer aussi le candidat en vue de sa mise en relation avec l'employeur, puisqu'il y a parfois des refus disant que, par exemple, le candidat n'est pas intéressé. Donc, c'est vrai qu'il est important de pouvoir informer le candidat sur ce qu'est l'IAE, sur ce qui va arriver, sur le fait qu'on envoie une candidature auprès d'un employeur. Également, plus sur la technicité, je dirais, c'est au niveau du diagnostic d'éligibilité, bien que les prescripteurs remplissent bien les critères associés à ce diagnostic. Puisqu'en fait, étant donné qu'ils peuvent déroger aux critères administratifs exigés pour l'IAE, bien certains ne se rendent pas compte finalement de ces critères qu'il s'agit de cocher, passent à l'étape suivante et de fait, l'employeur n'a pas une vision complète de la situation. Donc, bien s'assurer au niveau du diagnostic de compléter les items qui correspondent à la situation de la personne. Également, de vérifier que le profil du candidat est complet et à jour, parce que parfois, on voit des motifs de refus indiquant que le candidat n'est pas joignable, par exemple. Donc, de bien vérifier que le numéro de téléphone, s'il est rempli, est le bon, que les coordonnées sont correctes. Et enfin, de bien renseigner l'ensemble des informations utiles à porter à connaissance à l'employeur dans l'encart dédié au message envoyé à l'employeur. Donc, en fait, c'est un champ libre, vous le savez, c'est tout à la fin du cheminement. Donc, on a un champ libre où on attend dans ce texte vraiment des explications sur pourquoi est-ce qu'on adresse cette candidature auprès d'une SIAE, d'expliquer la situation du candidat, son parcours, ses compétences, motivations, ses disponibilités, tous les éléments de contexte utiles à la compréhension de la SIAE. Et surtout, s'il y a des informations qu'on veut ajouter, de ne pas hésiter non plus à contacter directement l'employeur par téléphone pour échanger sur la situation, bien évidemment. On rappelle que les emplois de l'inclusion, donc c'est un outil de mise en relation des différents acteurs, mais qui ne peut pas se substituer à tous les échanges qu'il peut y avoir avec les acteurs de terrain et entre les partenaires. Donc là, en effet, la plupart du temps, je me permets, Aurélie, la plupart du temps, en effet, sur ces renseigner le message à l'employeur. Si on précise aussi que ce sont des personnes qui vont être mobilisées sur Tapage, ça permet aussi, bien sûr, à l'association intermédiaire de aussi comprendre la situation de ce jeune et qu'il n'y a pas forcément toujours des parcours, des compétences, des motivations, puisqu'on est vraiment sur un premier dispositif très bas seuil. Donc, je sais que la plupart du temps, toutes ces informations-là ne vont pas forcément être complétées parce que pas forcément adéquates à la situation de nos jeunes sur Tapage. Mais ça, je sais que les associations intermédiaires partenaires comprennent, bien sûr, ces situations particulières liées à Tapage. Merci pour ce complément. S'il n'y a pas de questions sur la prescription, le rôle du prescripteur habilité, on passe à la suite qui concerne là vraiment la gestion du pass IAE. Donc la vie un petit peu aussi du pass IAE. Donc l'obtention d'un pass, je pense que vous le connaissez tous. Voilà. Juste de rappeler qu'il faut absolument valider finalement une embauche avant de proposer un contrat à une personne, parce qu'on a beaucoup de demandes au niveau du support des emplois de l'inclusion indiquant que des employeurs n'ont pas réalisé les démarches au préalable et que de fait, la personne a commencé un contrat réel, et que les démarches n'ont pas été faites sur l'interface. Sachez qu'on n'a pas la possibilité d'antidater une date de début de contrat, ni une date de début de pass IAE. Donc, il est vraiment important que ça soit fait au préalable, puisqu'après, on ne peut pas rectifier. Si le pass est généré un mois après, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Et sur l'application, bien sûr, ce n'est pas possible non plus, puisque c'est réglementaire.
Chose importante également, c'est que au niveau de la gestion du pass, les suspensions, les prolongations, c'est uniquement le dernier employeur qui a embauché le salarié qui va pouvoir gérer ses actions. Donc là, c'est la même chose. Il faut s'assurer s'il y a plusieurs passages dans différentes structures, eh bien, de bien savoir qui a la gestion du pass et pour pouvoir réaliser les actions liées aux suspensions et aux prolongations. Alors, pour aller plus loin, d'abord dans la suspension d'un pass IAE, donc vous le savez certainement, ça permet de conserver la durée restante du pass IAE, c'est-à-dire que la date de fin initiale du pass est reportée d'autant de la durée de la suspension et que la SIAE ne va plus bénéficier de l'aide au poste lorsqu'un pass est suspendu. On a ces motifs de suspension qui sont disponibles et qui sont réglementaires, je dirais. Donc, les contrats de travail suspendus depuis plus de 15 jours, contrats de travail rompus ou terminés, des situations qui font l'objet d'un accord entre les membres du comité technique d'animation ou basculent dans l'expérimentation contrat passerelle. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les suspensions de passe? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est pas facile? N'hésitez pas. Pardon. N'hésitez pas. Alors, je vois des mains levées. Pardon, je vais couper mon micro. On a fait des exemples aussi, savoir si c'est plutôt du coup les programmes tapage qui font la suspension, plutôt les associations intermédiaires. Vous m'entendez ou pas? Mais oui. Oui, Stéphanie, bonjour, pour Tapage à Chartres. Bonjour Stéphanie. Ouais, Stéphanie à Chartres. Alors, nous, la suspension des passes, quand il y a une grande latence entre deux contrats tapage, c'est ce qu'on fait de toute façon déjà avec l'association avec laquelle on travaille. Par contre, effectivement, là, moi, j'ai un jeune qui est dans les cas qui sont évoqués depuis tout à l'heure, qui est en démission auprès d'une association d'insertion. Donc, c'est eux qui ont la main sur son pass. Donc, autrement dit, si je veux qu'il débloque la suspension, parce que lui, il est parti, donc ils ont suspendu son pass. Si on veut que la suspension soit débloquée, si j'ai bien compris, il faut que je le voie directement avec eux. Alors, sur la levée de la suspension, en fait, dès lors qu'un autre employeur va valider une embauche pour une personne dont le pass est suspendu, la suspension sera levée automatiquement. Donc, il n'y a pas nécessité. Alors, on a aussi beaucoup des demandes au support de prescripteurs qui nous disent ne pas pouvoir faire des candidatures parce que le pass est suspendu. Ce n'est pas du tout bloquant puisqu'en fait, dès lors qu'un employeur va valider une candidature, va déclarer une embauche directe, eh bien, la suspension sera levée à compter de la date du contrat de travail qui est renseigné. Merci pour cette question. Merci. Alors, il y avait Amanda. Oui. Amanda, Oui. Du coup, vous êtes à Nantes, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis sur Nantes. Vous êtes l'associée. Moi, j'avais une question parce qu'on est 2 AI à faire tapage Nantes. Et du coup, vu qu'on suspend dès qu'on n'a pas de chantier pour maintenir au maximum les jours du pass, à chaque fois, ils nous le remettaient pas tapage sur la plateforme, puisque quand les 2 AI l'avaient inscrit, on l'avait tous les deux dans la plateforme. Et maintenant qu'on suspend, vu que je me demandais si l'autre AI le suspend et que moi, je le fais quand même bosser en maths, que c'est arrivé quand on s'en est rendu compte, comment ils le savent que j'ai fait une mission alors que l'autre AI avait suspendu le pass? Parce que maintenant, on demande systématiquement à Antoine, le pauvre, de nous remettre tout le monde sur la plateforme à chaque fois. À chaque fois pour qu'on repasse le pass. Oui. Et ça, c'est un peu bloquant et un peu trop d'administratif pour lui, et c'est la seule solution qu'on a trouvée. Ouais, cette spécificité, en effet, vous n'êtes pas beaucoup de programmes tapage comme ça à travailler avec 2 associations intermédiaires. Mais pour ce cas spécifique, en effet, Aurélie, Samia, vous avez une idée de comment on pourrait procéder? Alors, c'est vrai que l'employeur A qui suspend le pass ne peut pas savoir qu'une autre AI, là pour le coup, propose à cette personne de travailler, qu'elle travaille actuellement. C'est la structure B, en fait, celle qui a recruté la personne, qui doit déclarer une embauche directe pour récupérer la main sur le pass IAE et lever la suspension.
en sachant que déclarer une embauche directe ne signifie en aucun cas réaliser une autoprescription, puisqu'il y a déjà un pass qui est suspendu, donc ce n'est pas dans ces critères-là. Que la date de début de contrat qui sera renseignée est entre guillemets factice, puisqu'en fait, là, l'idée, c'est vraiment de déclarer une embauche uniquement pour récupérer la gestion du pass. Donc, lever la suspension et pouvoir à son tour faire une suspension, une prolongation. Sachant que les emplois de l'inclusion, en fait, ne gèrent pas les contrats, ne gèrent pas les différents contrats de travail. En fait, pour les emplois de l'inclusion, le contrat va uniquement permettre de générer le pass à partir du premier contrat qui est proposé. Donc, pas d'inquiétude. Pour récupérer la gestion sur le pass, il suffit de cliquer sur le bouton bleu. Vous avez en haut à droite de votre écran employeur. Vous cliquez sur « Déclarer une embauche ». Vous renseignez la date du jour et ça vous permet en fait de récupérer la main sur la gestion du pass et de lever la suspension. D'accord, oui, ça serait bien, parce que comme ça lui évite de remettre tout le monde sur la plateforme et de revenir en fait valider une embauche, quoi. Nous, on peut le faire sans qu'ils nous remettent la personne dessus. C'est ça, tout à fait. Vous pouvez directement déclarer une embauche, mais je comprends que c'est un petit peu, c'est pas très intuitif. Pour l'instant, c'est le seul système qu'il y a. Mais voilà. Ok, très bien. Merci, je prends note et je vais revoir ça avec Antoine. Merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, suggestions? N'hésitez pas. Et sinon, on va passer à la prolongation. Ah, il y a une main levée. C'est Valérie, allez-y. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, pour modifier, est-ce qu'on peut modifier la date de début d'un pass lorsqu'il a déjà été fait avant le commencement, en fait? Imaginez, je prévois un début, j'ai créé mon pass pour le 6 juillet. Au final, la personne va commencer le 7 ou alors le 5. Enfin, bon, voilà, c'est un dimanche, mais bon. Ou le 3, peu importe. Est-ce qu'on peut modifier un pass avant qu'il commence, en fait? Tout à fait. Vous pouvez modifier dès l'instant que le pass IAE n'a pas démarré. Et comment on procède alors? Alors, on doit avoir un article dans la documentation pour modifier une embauche. Juste quelques instants. Je suis désolée, je recherche. On a bien un article là-dessus, Samia, tu me confirmes? Je prends un peu de temps. Normalement, oui. Normalement, oui. C'est quand on veut aller vite qu'on ne trouve pas. Je recherche aussi de mon côté. C'est sûr que c'est possible dès lors que le pass n'a pas démarré, mais j'aurais bien aimé avoir l'article. Alors, c'est peut-être celui-ci. Non. Alors après, je peux faire la démonstration, sinon en attendant qu'on retrouve le commentaire. L'article, pardon. Je vais accepter une candidature rapidement. On pourrait l'ajouter directement après aussi au niveau de la discussion. Moi, je vais mettre par exemple ça. Alors, je vais vous montrer. Je vais partager mon écran. Je fais une embauche ici. Alors, attends, Aurélie, ton écran n'a pas basculé sur le site de démo. Désolée, ça prend quelques temps. Alors, il faut l'annuler apparemment. Ouais, ça prend un petit peu de temps. Attendez, je vais reprendre.
Faut que je partage mon écran, désolée. C'est une bonne question aussi. Mon tableau de bord, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Alors, admettons que j'accepte une candidature. Alors, attends, on est toujours dans le chargement de ton écran. Ah. On voit bien, c'est bon. C'est bon, là? Oui, on voit bien. Ok. Par exemple, je vais prendre cette personne, je vais accepter la candidature, on va voir. Je fais rapidement. Hop, suivant. Il faut que je fasse. Je vais rapide. Hein. C'est pas conseillé de faire ça, mais voilà. Donc là, je confirme l'embauche. Donc maintenant, en fait, il faut annuler l'embauche pour pouvoir le reprendre. Vous voyez là, donc la candidature a été acceptée. Le pass va démarrer au 1er août 2026. Admettons que finalement, bien, cette personne va être en contrat à compter du 15 juillet. Donc ici, je peux cliquer sur annuler l'embauche. Donc j'annule l'embauche, je confirme. Donc là, l'embauche est annulée. Vous voyez, le pass a disparu. Hein, il n'a pas été généré. Et à nouveau, je l'accepte. Et c'est ici que je vais pouvoir renseigner la date de contrat qui a été modifiée. Voilà. Là, je peux mettre, par exemple, au 15 juillet. Donc, il faut au préalable l'annuler pour pouvoir ensuite renseigner une autre date de contrat qui générera le pass IAE. C'est clair, ça va? Je suis désolée, j'ai pris un peu de temps. Moi, je pensais qu'en annulant l'embauche, on déclinait la personne, en fait. Par le même non, elle passe au statut embauche annulée et c'est vrai que vous avez toujours la main pour l'accepter juste à la suite et modifier la date de début du contrat et donc du pass IAE. Il faut savoir que les statuts ne sont jamais définitifs, c'est-à-dire que même si vous déclinez, vous déclarez jamais l'embauche et que vous déclinez une candidature, mais que finalement vous souhaitez l'embaucher, vous pouvez revenir sur cette candidature et pouvoir déclarer l'embauche à partir de celle-ci en fait. D'accord. Il n'y a pas de temporalité non plus par rapport à la candidature. Merci beaucoup. Mais merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres remarques ou les mains levées, je pense que c'était bon. Je vais fermer. N'hésitez pas. Hein. Je crois que c'est bon. Alors, on peut continuer. Alors, on va continuer sur les prolongations de pass. Alors là, c'est la même chose. Hein, la prolongation d'un pass, donc elle est à la main du dernier employeur qui a embauché la personne. L'employeur peut faire une prolongation ou demander une prolongation dès lors que le pass a une durée effective de 12 mois. Donc 12 mois avant échéance du pass, on peut déjà se prononcer sur une prolongation de pass. Par contre, on ne peut plus le faire si le pass est expiré. Si le pass est expiré, on n'a plus la main pour réaliser cette démarche. Alors, sur le petit tableau, ici, on a les motifs de prolongation autorisés. Hein. Ça, c'est vraiment lié à la réglementation. Donc, vous voyez qu'on a deux premiers motifs, hein, les CDI inclusion pour des personnes de plus de 57 ans et le fait d'achever une action de formation. Bien, dans ces deux cas, en fait, la SIAE va pouvoir enregistrer la prolongation directement sur son portail et la date de fin du pass sera modifiée en fonction de la prolongation renseignée. Par contre, donc, pour les trois autres motifs, c'est ici où l'employeur va avoir besoin de la validation d'un prescripteur habilité. Ça concerne le motif de personnes âgées de 50 ans et plus. Donc ça concerne pas tapage. Nous, on va être dans la dernière catégorie. Juste dans la dernière, effectivement. Bénéficiaires de la RQTH ou effectivement le dernier motif réservé aux AI et ACI pour des salariés qui rencontrent des difficultés particulièrement importantes. Donc effectivement, on est plus sur ce motif. Donc ici, c'est 12 mois maximum hein, pour chaque demande, sachant que le parcours maximal est de 5 ans, c'est-à-dire 2 ans initial de passe plus 3 prolongations d'1 an égale 5 ans.
Et là, donc, la SIAE va pouvoir enregistrer une demande qu'il va adresser au prescripteur habilité de son choix, hein, celui qui est le plus à même de traiter cette demande de prolongation. Si le prescripteur valide, eh bien, la prolongation sera enregistrée et la date de fin du pass sera prolongée. Par contre, le prescripteur habilité peut aussi refuser. En principe, c'est toujours une demande active, c'est-à-dire que si, par exemple, une demande de prolongation est adressée à un prescripteur habilité et que ce prescripteur habilité peut-être ne maîtrise pas, n'est pas au fait de la situation ou décide tout simplement de refuser la prolongation, eh bien en fait, il faudra attendre que la demande soit close pour que la SIAE puisse éventuellement faire une deuxième demande de prolongation. Sachant que lorsqu'un prescripteur habilité est sollicité, il est notifié automatiquement par mail pour l'en informer. Et c'est au-delà de 10 jours que l'ensemble des professionnels associés à son organisation sont notifiés par mail pour les informer de cette demande. Important aussi de savoir que, en fait, le principe, c'est qu'au moins la demande soit partie avant expiration du pass. Si pendant le traitement de la demande de prolongation, le pass est expiré, ce n'est pas un souci. Dès l'instant où la demande est partie, le prescripteur peut tout à fait accepter et il n'y aura pas de rupture dans le pass. Si je suis claire, hein, c'est peut-être pas très clair ce que je vous dis. N'hésitez pas à commenter ou à réagir là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous voulez, si vous avez des questions, si c'est pas clair, si vous voulez que je recommence. Je crois qu'un certain nombre déjà de nos porteurs de programme tapage ont déjà expérimenté cette prolongation du pass IAE. On avait eu au début, lors du premier prolongation demandée par rapport à quand la plateforme, le pass IAE avait été mis en place du coup 2 ans après, on a vu là des petites problématiques, mais je crois que depuis, quasiment l'ensemble des programmes tapage ont déjà pu expérimenter cette prolongation. Je ne sais pas s'il y en a qui souhaitent nous faire part de blocages, difficultés qu'ils auraient pu rencontrer. Oui, Iba. Oui. Bonjour Iba, vas-y, on te laisse la parole, bonjour. Iba. Nous entend, on t'a perdu? Vous m'entendez? Eh bien, je crois que... Oui, c'est bon, c'est bon, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Je prends la parole parce que dans mon onglet vue d'ensemble, dans le sous-onglet accompagnement, dans l'onglet prolongation, j'ai un usager sans solution. Quand je clique dessus, son pass IAE est bien valide, il a été prolongé au mois d'avril, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, usager sans solution, et dans quelle mesure ça peut être bloquant ou non dans son parcours sur la plateforme de l'inclusion. Est-ce que vous avez plus de détails à me partager? Alors c'est une très bonne question, hein, tout en sachant que c'est un nouvel espace, en fait, l'espace accompagnement est assez récent pour les employeurs et que effectivement vous voyez apparaître maintenant ce filtre des candidats, des usagers sans solution. À la base, en fait, ça a été mis en production pour permettre aux prescripteurs habilités d'identifier les candidats sans solution. Alors, un candidat sans solution au sens des emplois de l'inclusion, hein, en fait, c'est un candidat qui a émis au moins une candidature dans les 6 derniers mois, qu'il est en recherche active depuis plus d'un mois, donc que sa première candidature a été émise il y a plus de 30 jours, et qu'aucune de ces candidatures n'ont été acceptées. Alors, si vous me dites qu'il y a un pass IAE, ça me paraît étonnant, puisque normalement, si un pass IAE a été décliné, ça veut dire qu'il y a une candidature qui a été acceptée. Alors, c'est peut-être lié, hein, excusez-nous, peut-être à cette nouvelle rubrique qui apparaît côté employeur. Et d'ailleurs, ça va nous permettre aussi de vous en parler de cette nouvelle rubrique et qui était auparavant uniquement visible par les prescripteurs habilités. Alors, normalement, si, je ne sais pas côté employeur si vous avez la possibilité de le faire. Non, pas encore. Alors, puisqu'en fait, on avait mis en place cette fonctionnalité pour les prescripteurs habilités et il y avait notamment certains qui nous disaient
En fait, oui, d'accord, il n'y a pas eu de candidature acceptée, ça répond aux critères que je viens de citer. Toutefois, la personne a trouvé une formation en dehors de l'application, a trouvé autre chose. Et du coup, on a mis en place un bouton qui permet de mettre à jour, en fait, de retirer les personnes qui ont trouvé une solution par ailleurs. C'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est peut-être pas au clair côté employeur, puisque, comme je vous le disais, c'était vraiment dédié aux prescripteurs habilités. Et vous avez un petit article qui vous explique à quoi ça correspond. Quand vous êtes sous accompagnement, vous avez usager sans solution, un petit fil, et vous avez la définition. Qu'est-ce qu'un usager sans solution? Mais c'est vrai que c'est plus à destination des prescripteurs habilités pour qu'ils puissent identifier les personnes qui n'ont pas trouvé de solution. J'en ai parlé à notre AI puisque c'est une personne en phase 2 sur Tapage & Co qui fait des heures avec l'AI en question. Effectivement, on avait posé une candidature à la lucarne d'Ariane qui a été déclinée. Néanmoins, il est embauché actuellement, par l'AI. Du coup, quand j'en ai parlé à Novemploi, ils n'ont pas la main dessus non plus. D'accord. Et côté prescripteur, normalement, vous avez la main dessus. Il n'y a aucun onglet qui s'affiche pour que je puisse le modifier. Quand je clique dessus, j'ai le nom, le prénom, la situation IAE, les derniers accompagnants connus, le nombre de candidatures et les dernières actions. Alors, est-ce qu'il y a eu une modification? Très bien, pareil comme pour la situation tout à l'heure sur Montargis, je propose peut-être qu'on puisse prendre un temps spécifique là, sur cette problématique rencontrée par l'équipe de tapage à Paris. Paris-Bas et Aurélie. Voilà ce qu'il faut. Oui, d'accord. Ça me questionne, mais normalement, vous avez… Voilà, voir la situation exacte. Vous mettez sur l'écran et vous l'envoyez par mail dans la foulée. Ouais. Ok, entendu. Désolée, c'est normal. D'autres questions? Alors sinon, on peut passer peut-être à la dernière étape, de vous montrer en avant-première, si je puis dire, une nouveauté au niveau de la plateforme de l'inclusion et de votre portail des emplois de l'inclusion. En fait, tout à l'heure, j'en ai parlé, la plateforme, c'est différents services numériques. Et là, très prochainement, donc au niveau des emplois de l'inclusion, vous allez pouvoir accéder directement à un moteur de recherche qui permet d'identifier un service d'insertion. Pour ceux qui le connaissent, en fait, c'est Dora. Donc, Dora va être intégré directement sur votre portail. Je peux vous proposer de vous faire une démonstration, ça sera peut-être plus parlant. Si je peux partager mon écran juste quelques secondes. Voilà, partager ici. Donc j'attends juste que ça arrive bien. Si vous voyez mon écran. Toujours pas. Ça met toujours un petit temps. C'est bon. C'est bon. Alors, donc la nouveauté qui va intervenir durant cet été, c'est la possibilité d'identifier un service d'insertion. Alors, je peux prendre un exemple. Par exemple, la personne est embauchée dans une SIAE. Son véhicule est en panne et elle n'a pas les ressources suffisantes pour se rendre dans un garage classique. Donc là, l'idée, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, on va essayer de trouver si, au niveau du moteur de recherche, on peut identifier un garage solidaire qui serait plus à même de pouvoir réparer son véhicule à moindre coût. En fait, donc lorsque vous allez passer donc soit par accompagnement ici, soit par rechercher ici un service d'insertion, vous allez pouvoir utiliser ce moteur de recherche sans sortir des emplois de l'inclusion, sans vous connecter sur un autre service de la plateforme. Donc, on va aller sous accompagnement, ici, et vous voyez, ça apparaît, une nouvelle possibilité s'ajoute. Vous pouvez désormais orienter un candidat vers un service d'insertion depuis votre tableau de bord. Donc ici, en l'occurrence, c'est Émilie qui a un souci avec son véhicule, mais ça pourrait être une autre problématique. Donc, je vais soit aller dans son dossier
Et vous voyez en haut à droite, on peut ici orienter vers un service d'insertion, donc trouver des structures qui accompagnent les personnes dans leur parcours, remobilisation, formation, accès à l'emploi, accompagnement social, etc. Donc, on a différentes thématiques pour identifier un service qui peut répondre à un frein périphérique. Donc là, on va cliquer sur « Orienter vers un service d'insertion ». Par défaut, on sait que la personne, donc Émilie, se trouve à Belfort, donc la localisation est déjà reprise. Et on va aller identifier la thématique. Ici, on a dit que c'était un problème de mobilité. Donc là, je vais sélectionner « Mobilité ». Je vais cliquer sur « Rechercher » et on va pouvoir identifier différents services à proximité de la localisation. Donc, par exemple, ici, on a un garage solidaire qui propose de la réparation, vente et location de voitures à tarif solidaire pour les personnes en difficulté. Donc là, on a accès à la fiche du service qu'on peut consulter. Et on va également pouvoir aller jusqu'au bout. On va pouvoir éventuellement orienter directement le bénéficiaire auprès de cette structure qui propose ce service. La structure en sera informée par mail. Il y a une notification qui paraîtra sur la structure en question et qui va pouvoir traiter la demande qui a été envoyée. Pour l'instant, ça sera uniquement un suivi par mail, puisque vous aussi, si vous orientez une personne, vous recevrez des notifications vous indiquant du traitement de la demande. Et à terme, on envisage un tableau de bord qui vous permet de suivre ces orientations. Donc, vous pouvez orienter directement. Vous pouvez voir les contacts, les coordonnées de contact de service. Ici, vous pouvez appeler directement la structure pour en savoir plus, pour échanger. Vous pouvez consulter la fiche de la structure ici et orienter directement la personne vers ce service d'insertion. Donc, ici, on vérifie que les coordonnées de l'usager sont bien à jour. On peut modifier ici. Il y a parfois des critères et conditions d'accès. Donc, ici, c'est tout public. Donc, pour le coup, ça correspond. Donc, je confirme que l'usager fait bien partie des publics concernés. Je clique ici sur « Suivant ». Je peux modifier le champ du conseiller référent ici. Par défaut, ce sont les identifiants du compte que j'utilise. Ça serait vos coordonnées, c'est vous qui orientez la personne. Ça peut être un autre conseiller, donc on peut tout à fait modifier les coordonnées pour permettre à la structure, au service d'insertion, de contacter directement la personne référente. Ici, on peut renseigner un petit champ sur le motif de l'orientation, de détailler le motif de l'orientation. Et on peut passer à l'étape suivante ici. Alors, il faut un numéro de téléphone, je suis désolée. Voilà. Voilà. Donc, il y a parfois des documents et justificatifs à téléverser. Ici, il n'y en a pas. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Et vous voyez, la demande a bien été transmise. Et donc, à l'issue de cette démarche, la personne concernée va recevoir une notification pour l'informer de cette demande et va pouvoir la traiter, va pouvoir vous contacter. Et vous serez informé des modifications du traitement de la demande par mail pour l'instant. Voilà, donc ça, c'est une perspective à très court terme qui arrivera sur votre tableau de bord des emplois de l'inclusion. Alors, je laisse juste, il nous reste 5 minutes, si Samia veut bien nous parler d'un autre outil de la plateforme de l'inclusion. Pardon. Merci Aurélie. Du coup, on a beaucoup parlé. Oui, c'est bon. Sur le support qui vous sera envoyé, on vous aura mis toutes les informations et les liens vers les différents espaces dont on vous a parlé un petit peu. Moi, je vais juste prendre quelques instants pour vous parler du carnet Mon Récap. Le petit carnet, c'est vraiment du coup un outil qui n'est pas du tout numérique, qui est à destination des personnes plutôt éloignées de l'emploi, qui ont des difficultés avec le numérique, qui ont peut-être aussi des difficultés au niveau de la langue. Il a pour objectif de centraliser, alors je suis désolée, d'habitude j'en ai toujours, mais quand je vais en rendez-vous, j'en distribue et donc j'en ai plus. Il a vraiment, voilà, c'est un format poche très simple d'utilisation où on y retrouve des informations basiques, classiques, identifiants, mots de passe, les rendez-vous que l'on peut retrouver, les prochains rendez-vous, les étapes et plans d'action que l'on peut avoir. Il a plusieurs objectifs, ce petit carnet Mon Récap. Le premier, pour le bénéficiaire, c'est de pouvoir centraliser les informations
puisqu'une étude a été réalisée et une personne qui est éloignée de l'emploi actuellement rencontre 4,8 personnes dans le cadre de son accompagnement pour la levée des freins, pour l'accompagnement dans le retour à l'emploi. Et donc, ce carnet permet de centraliser un petit peu les différents rendez-vous qu'ils peuvent avoir et les informations qui peuvent lui être demandées, ne serait-ce que sur des plans d'action, qu'est-ce que je dois faire pour mon prochain rendez-vous, quel est mon prochain rendez-vous, etc. Donc, pour le bénéficiaire, c'est vraiment plutôt gagner en autonomie, mais également pouvoir centraliser toutes ces informations dans un seul endroit. Et pour les différents professionnels qui l'accompagnent, un gain de temps et un fil rouge, ne serait-ce que d'avoir l'information de qui l'accompagne, qui accompagne ce bénéficiaire. Donc, du coup, voilà, tu peux essayer de défiler ou aller sur le site directement de mon récap, Aurélie, pour montrer un petit peu où on peut retrouver les informations. Il faut savoir qu'on a différentes offres pour le carnet, puisque c'est un carnet qui n'est pas gratuit sur tous les territoires pour le moment, actuellement en tout cas. Mais vous avez la possibilité, si vous souhaitez le tester, de pouvoir commander 15 carnets gratuits pour voir si, voilà, au niveau de l'accompagnement des personnes que vous avez, ça a une plus-value et l'intérêt et l'impact que ça peut avoir dans votre quotidien. Super, merci. Donc voilà, vous pouvez le feuilleter, hein, voir, sachant que, n'hésitez pas, hein, on en est à la 12e version. Donc, c'est quelque chose qu'on fait évoluer assez facilement en fonction des besoins de terrain. Il y a un QR code où on peut retrouver jusqu'à 11 langues différentes. Donc, ce qui permet voilà, aux personnes qui ne savent pas lire et écrire français puissent le retrouver. Donc, je peux défiler un petit peu. Voilà, on retrouve un petit peu les informations liées aux accompagnateurs et simplifier justement la prise de contact avec les différents professionnels que la personne a dans le cadre de ses démarches, de sa recherche d'emploi, etc. Tu peux défiler 2-3 pages pour voir aussi, voilà, alors on parle bien d'aide au mot de passe et non pas identifiant un indice de mot de passe, hein. On incite, voilà, la personne à pouvoir mettre des indices, des mots mémotechniques, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir se souvenir de tout ça. Et si tu peux encore tourner une petite page. Encore, voilà, donc on est plutôt sur les prochains rendez-vous, se noter un petit peu les prochaines déclarations et encore un petit peu pour les plans d'action, les rendez-vous d'ATR qui, voilà, un petit peu ce que je dois faire, pense bête de, faut pas que j'oublie de réaliser telle ou telle action, de ramener mon CV, etc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à mon récap? Je la fais très court, hein, la présentation, parce que on vous a donné énormément d'informations et beaucoup d'éléments, mais vous retrouverez plus de détails, en tout cas, sur la présentation qui vous sera envoyée, le support qui vous sera envoyé. Pour la commande, c'est assez simple, hein, sur le site, vous pouvez commander et sur certains territoires, les carnets sont gratuits puisqu'il y a une expérimentation. Donc, on est pour le territoire 59, 63 et 93. Donc, pour les structures et les tapages de ces territoires-là, sachez que les carnets sont gratuits. Et puis, pour les autres, vous pouvez commander les 15 carnets gratuits pour tester un petit peu et voir ce que ça peut vous apporter dans votre quotidien. Merci beaucoup, Samia. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question ou une remarque ou...
Oui, moi j'avais quelques questions, en tout cas aussi de la part du réseau. Mais vas-y, Aude, pardon. Vas-y, Aude. Oui, pardon, excuse-moi, parce que je porte une question, alors qui n'a rien à voir avec la plateforme de l'inclusion, mais on voulait profiter du fait qu'il y ait tout le monde ici, de la part de l'AI SAT 86. Elle a reçu un avis de tiers détenteur, donc les impôts qui demandent qu'on prélève une somme qui est due au Trésor public sur le salaire d'un tapageur. C'est la première fois qu'ils l'ont reçu. Et je voulais savoir s'il y a d'autres structures qui en ont reçu et comment vous l'avez traité. Malheureusement, oui. Ouais. Et spontanément, on se disait que comme c'était pas un salaire régulier, que c'était payé en liquide, que c'était compliqué à mettre en place. Comment les autres amis l'ont traité? La saisie sur salaire, les textes légaux disent qu'il y a un minimum à laisser sur le compte en banque de la personne concernée. Et la plupart de nos tapageurs n'ont pas cette somme-là sur le compte en banque. Donc, on peut tout à fait, je dirais, utiliser cet argument, ce texte, d'avoir un minimum qui est non saisissable sur le compte en banque. Exactement ça. Donc, on a eu ce cas de figure auprès de plusieurs AI et je laisserai donc Amanda, la apprenante, bien sûr, témoigner. Mais la plupart du temps, les AI ont fait une fin de, disons, on ne peut pas prélever pour ce jeune puisqu'il n'a pas de revenus suffisants sur son compte, pour la plupart des jeunes qui n'ont pas de compte. Amanda, je vous laisse bien sûr. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. On se sert de ce motif-là et on les prévient toujours, on leur donne une copie pour qu'ils sachent, on leur explique aussi, mais on les prélève jamais. On répond en disant qu'il n'y a pas suffisamment de salaire pour prélever dessus. Exactement. C'est ce qu'on a fait aussi. C'est bien de se le dire pour que tout le monde puisse partager si ça vous arrive également. Bien sûr, bien sûr. Non. Alors peut-être qu'il y a des questions du coup en lien avec le pass IAE et la plateforme de la part là, des collègues qui sont connectés. Sinon, comme je disais, moi j'ai quelques questions qui m'ont été remontées par des collègues qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Oui, Christophe, pour Dieppe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Petite question concernant justement lorsqu'on crée un compte pour un candidat, c'est m'est arrivé qu'entre-temps, il y ait un changement d'adresse mail concernant le candidat et il nous est impossible d'avoir la main. Et à chaque fois, il faut qu'on passe du moins par l'aide pour demander le changement d'adresse mail. C'est quelque chose qui peut être modifié au niveau des AI, du moins de la plateforme. Alors, si je ne me trompe pas, Aurélie, mais c'est une évolution qui est passée là, il n'y a pas très longtemps. Les professionnels, maintenant, ont la possibilité. Alors, en fait, vous l'aviez dès lors que la personne ne prenait pas la main sur son compte utilisateur. Dès qu'elle activait et reprenait la main sur son compte utilisateur, elle a toujours la possibilité de le faire et de modifier son adresse mail. Donc, il fallait se connecter avec son espace à elle sur son compte utilisateur pour pouvoir le faire. Donc, c'est vrai que ça prenait du temps parce que souvent, ils ont pris la main une fois, mais ils ont perdu le mot de passe et puis ils n'y retournent pas forcément. Mais il y a eu une évolution dans ce sens-là et désormais, les professionnels ont la possibilité de modifier l'adresse mail. Si tu valides ou c'est en cours, mais il me semble que c'est passé. Alors oui, c'est passé. Par contre, c'est pas toujours le cas. Il me semble qu'il y a des cas précis où c'est pas possible. Alors ça dépend déjà. Ouais, c'est ça. Il y a France Con. Enfin, ouais. J'essaie de retrouver. Alors, mais ça l'était déjà, même pour vous à l'époque. C'est-à-dire à l'époque, vous n'aviez pas la main non plus, et nous non plus, on n'a pas la main dès lors qu'ils passent par Pôle Emploi. Connect quand ils créent leur compte, mais souvent c'est parce qu'ils ont créé eux-mêmes leur compte. Donc du coup, en général, c'est très peu le cas de figure des personnes que vous accompagnez. Donc c'est plutôt France Connect, Pôle Emploi Connect, généralement où en fait il faut faire la modification sur le site concerné pour que celle-ci soit prise en compte directement sur les emplois de l'inclusion. Mais c'est rarement votre situation en général pour les jeunes et pour les comptes qui sont créés par des professionnels. Voilà, vous devriez pouvoir reprendre là. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Dans ce cas-là, moi, je peux me faire la porte-parole d'une des questions qui était remontée de la part de plusieurs collègues de tapage. C'était
concernant des jeunes qui sont transgenres et qui souhaiteraient être appelés par leur nouveau genre, monsieur ou madame, mais alors que leur numéro de sécu correspond encore à leur genre de naissance. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles de pouvoir modifier sur le CD d'usage et sur la fiche de paye, de pouvoir modifier cet intitulé, où on le sait que pour certains de ces jeunes, c'est du coup très important qu'ils puissent être reconnus dans leur nouveau genre, malgré le changement de numéro de sécu qui n'a pas été opéré. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles, ça, je dirais, techniquement, ou est-ce que c'est des choses qu'on peut transmettre aussi via le pass IAE, des précisions de ce genre-là? Alors, non, à ce jour, non. On se fie au numéro de sécurité sociale. Dès lors que le numéro de sécurité sociale, on est obligé de valider l'identité, en fait. Donc, du coup, c'est la même chose pour France Travail. On ne pourra modifier que lorsqu'on aura les papiers qui nous permettent juridiquement de le faire. Mais si ni pièce d'identité, l'identité de la personne n'a pas été modifiée, donc avec changement de nom, de prénom et le numéro de sécurité sociale, on pourra pas, on n'a pas cette case du comment souhaitez-vous être appelé, ou voilà, cette notion-là n'apparaît pas sur les emplois de l'inclusion. Il faut qu'on puisse, on a des transferts d'API avec essentiellement France Travail, avec très bientôt la CNAV, et du coup, pour pouvoir valider et certifier une identité, on est obligé de passer par tout ça. Et ni pour répondre pour les AI, ni pour notre logiciel où on fait les contrats, on ne peut pas du tout changer. C'est la même chose, on est en lien avec l'URSSAF. Et du coup, tout doit correspondre avec son identité déclarée à l'État, en fait. Tant qu'il n'aura pas fait ces changements, on en a plusieurs, nous aussi, à Nantes. Et on avait dit à Antoine qu'on on met au crayon de bois après pour s'en rappeler. Mais vu que c'est un papier officiel, on ne peut pas changer tant qu'il n'a pas, lui, officiellement fait son changement. Ok, très bien. Ouais. Ce qui paraît tout à fait logique, mais voilà, merci pour ces précisions. Est-ce que je continue avec d'autres questions que le réseau m'avait transmises, ou est-ce qu'il y a d'autres collègues connectés aujourd'hui qui auraient des questions? On vous laisse bien sûr la priorité si vous avez des questions, des témoignages ou autres. Non, alors je garde la main du coup. J'avais également eu plusieurs remontées terrain qui nous demandaient la possibilité de pouvoir transmettre les documents administratifs, donc papier d'identité et numéro de sécurité sociale des jeunes, via la plateforme de l'inclusion directement. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là, que tout passe par la plateforme? Non, actuellement non, mais c'est pour des mesures de sécurité. Aujourd'hui, même quand on passe par le support, on ne demande plus les informations type numéro de sécurité sociale, etc. par rapport à… On est aux normes de la loi RGPD, et donc on ne peut pas… voilà, demander ces informations-là, et on ne peut pas non plus avoir de documents stockés sur les emplois avec ces informations-là en termes de sécurité. D'accord. Donc, ce ne sera pas une option qui est en tout cas envisageable. D'accord. Non, ce serait trop compliqué. On n'est pas assez en termes de sécu informatique. Pour l'instant, on ne peut pas se permettre de conserver ces données-là. Et sachant que même à ce jour, on s'est mis un petit peu à jour, et vous avez dû peut-être vous en rendre compte. Il y a l'anonymisation des données au bout de 2 ans, dès lors qu'une personne n'est plus en contrat depuis plus de 2 ans, n'a pas activé, on n'a pas fait de candidature sur son compte. Pareil, on anonymise les données. Et on va tendre plus vers le moins d'informations que l'on stocke sur les personnes, parce que juridiquement et la loi nous le demande. D'accord. Merci pour cette précision, Samia. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ou témoignages ou partage d'expérience à la fois de la part des associations intermédiaires comme des porteurs de programmes tapage? Non, apparemment pas. Mais écoutez, on a déjà dépassé de quelques minutes le temps imparti qu'on s'était fixé pour ce matin.
Ah, donc Alors, si nous je avons vois une qu'il y a une question question. dans le chat de Daniela, oui. Oui. Oui, pardon, je te laisse, Bonjour. c'est bon. Comme les jeunes sont payés en espèces, il nous arrive d'avoir des montants avec des centimes. Je voulais savoir comment les autres AI font dans ce cas, aussi bien pour le paiement que pour la comptabilité. Ouais, alors je peux peut-être faire un premier élément de réponse, mais après je laisserai bien sûr les autres collègues de l'association intermédiaire répondre. C'est pour ça que nous, Tapage France, on a plutôt encouragé nos programmes Tapage à tout de suite être sur un montant horaire rond et pas être à 10,70 € le SMIC avec les congés payés inclus, mais de passer directement à 11 € net. Donc on a la plupart de nos programmes Tapage qui maintenant sont à 11 € net de l'heure comme salaire pour les jeunes. Ce qui permet de ne pas avoir des centimes. Certes, ça fait quand même des pièces, puisque la majorité du temps, on est sur des plateaux de 4 heures, donc 44 €. Donc, c'est déjà une gestion un peu plus facile qui n'est pas avec des centimes, mais qui est avec des pièces de 2 € ou de 1 €. Donc, il y a déjà ça, cette possibilité peut-être de voir avec le programme Tapage, de pouvoir passer tout de suite à 11 € net, et de bien sûr pouvoir augmenter du coup le tarif qui est adressé au client final. Et sinon, je sais que certaines associations intermédiaires vont peut-être faire des fois le cumul en fin du mois, de pouvoir avoir le cumul de tous ces petits centimes plutôt en fin de mois plutôt que chantier après chantier, par exemple. Mais je laisse bien sûr d'autres associations intermédiaires ou programmes Tapage témoigner de leur fonctionnement, puisque c'est vrai que, comme je vous le disais, on a 80 programmes Tapage et quasiment autant de fonctionnements des fois spécifiques. Donc, je n'aurais pas du tout, moi, la prétention de vous dire voilà ce qui se fait partout. Je vous laisse bien sûr nous faire part de vos organisations au niveau local. Bah, moi, je peux intervenir. Nous, donc on est 2 AI. Nous, on a cette chance de pouvoir faire de la monnaie, parce qu'on est dans les mêmes locaux qu'un chantier, qui ont une boutique avec un maraîchage, donc ils ont beaucoup de monnaie, donc on s'organise comme ça. Et Partage sur Nantes, eux, font comme vous avez dit, Nabel, c'est qu'ils cumulent. Et à un moment donné, ils leur donnent tous les petits centimes. Par contre, j'ai pris note du 11 € net de l'heure et je vais peut-être en parler à Antoine. Voilà, c'est aussi une information qu'on a aussi déjà transmise à Antoine, enfin à l'ensemble de nos référents, quand cela est possible, et surtout qu'après, on le dit à chaque fois, si on passe à 11 € net, c'est bien sûr, du coup, ce rajout, il est à ajouter sur la facture globale qu'on envoie à nos clients qui nous fournissent les plateaux de travail Tapage. Mais c'est vrai que c'est l'idée aussi de pouvoir prendre un peu une avance sur le SMIC, qui, on le sait, augmente tous les semestres, voire même des fois un peu plus souvent, et tant mieux, mais justement, comment essayer de prendre un petit peu d'avance. Pour vous dire, tout début, quand Tapage a été modélisé il y a plus de 10 ans, on était sur 10 € net de l'heure. Et là, on était déjà en avance sur le SMIC congé payé inclus. Et 10 €, 4 heures, on avait 40 €, c'était beaucoup plus facile. Mais depuis que le SMIC augmente, non, nos 10 €, ils étaient caducs. Et on le sait que maintenant, là, depuis la dernière augmentation, on est, je crois, à 10,71 pour le SMIC net congé payé inclus. On a bien conscience que c'est pas évident de gérer la gestion de ces petits centimes. Et c'est bien normal que les jeunes soient payés au minimum déjà au SMIC, ça c'est évident. Mais si on peut leur proposer une rémunération un petit peu au-dessus et qui en plus soit plus facile à gérer pour vous, association intermédiaire au quotidien, tant mieux. Ouais, je suis d'accord. J'ai pris note. Merci. On a le témoignage de Strasbourg qui donne 11 € net de l'heure et on donne 10 € de l'heure à la fin du chantier. Et les 1 €, on les cumule pour les donner à la fin du mois. Voilà, en effet, un autre exemple. Voilà, ce qui fait qu'en effet, comme ça, il n'y a que des billets à gérer et les 1 € on cumule à la fin. Voilà. Après, sachant qu'on le sait que sur Tapage, l'intérêt de Tapage et pourquoi ça marche, c'est parce que les jeunes ont leur salaire en espèces à la fin de la journée. Donc, attention aussi à ce que ce cumul ne soit pas trop important en fin du mois, parce qu'on sait que ce sont des jeunes qui sont dans l'économie de la survie. Et donc, on sait que des fois, le même 1 € ou les quelques centimes, pour certains de ces jeunes, vont quand même faire la différence. Donc aussi, bien sûr, à voir avec la situation de ces jeunes aussi, qu'est-ce qui, des fois, leur paraît le plus réaliste. Donc, vas-y, Harmonie. En vrai, ils sont contents d'avoir les 1 € en plus à la fin du mois, parce que du coup, ils ont 40 € directement à la fin du chantier, enfin voilà, en billets. Et d'avoir 1 € en plus à la fin du mois, ils viennent les chercher, ils sont là, ils sont contents d'avoir une petite rémunération pour eux en plus. Enfin, franchement, pour le moment, ils sont plutôt contents de cette solution-là. On leur avait proposé au début, quand on a augmenté les tarifs, comment faire, parce qu'on savait que ça allait être compliqué d'amener des pièces et à chaque fois sur tous les chantiers, les demander. Ce qu'on demande, nous, en début de semaine, au comptable, de nous donner l'argent pour toute la semaine et on a à peu près 4 chantiers par semaine, donc ça fait beaucoup à garder dans un coffre. Et des comptes un peu qui deviennent compliqués à la fin.
Donc, du coup, on a pris ce principe-là et ça marche bien. Et les jeunes, ils sont vraiment contents sur ce principe. Ils ont quand même les 40 € à la fin. Et puis, à la fin, chacun, il cumule et ça leur fait un petit plaisir. Mais tu n'as pas eu le cas de jeunes, enfin, là, de tapageurs ou de tapageuses que tu ne revois pas et qui ne reviennent pas forcément à la fin du mois et qui, du coup, n'auront pas perçu l'ensemble de leur salaire. C'est peut-être le genre de situation aussi qui peut arriver. Si, c'est arrivé pour une fois et il a travaillé que 4 heures. Et oui, c'est 4 €, il est parti, on n'a pas de nouvelles. Alors, ils sont de côté, si jamais un jour il arrive, mais ceux qui sont partis, plus souvent, on a encore leurs coordonnées, on leur envoie un message, et puis c'est l'occasion qu'ils reviennent pour discuter, voir où ils en sont, et puis ça les motive à venir chercher leur argent, et puis discuter, faire un petit lien encore avec eux, quoi. Oui, ça les motive en plus à revenir au CARUD, donc voilà, comme tu dis, à recréer du lien, tout à fait, donc ça c'est important, ouais. Merci Armo pour ce témoignage. Sophie pour la réunion, bonjour Sophie. Bonjour tout le monde. Désolée, j'ai pas de caméra. J'ai une question pour les agences intermédiaires. À la fin des plateaux, vous vous déplacez sur les plateaux pour donner les salaires aux jeunes ou ce sont les jeunes qui viennent dans l'agence pour récupérer leur salaire? Alors Sophie, je ne pense pas qu'il y aura une réponse homogène à l'ensemble du réseau, mais peut-être qu'en effet, certaines associations intermédiaires peuvent nous faire part leur témoignage. Peut-être tu peux nous dire, toi, tout de suite, si tu as encore le micro ouvert, de nous dire avec Bac Réunion, comment ça se passe du coup pour le programme Tapage Saint-André, à l'est de la Réunion. Avec Bac Réunion, quelle est l'organisation que vous avez pu mettre en place, vous, pour Tapage? Pour nous, en général, on fait l'avance concernant les salaires pour les jeunes. Et ensuite, en fin de semaine ou toutes les 2 semaines, on va récupérer les salaires avec Bac Réunion, avec l'agence intermédiaire. D'accord. Donc, généralement, c'est ça. C'est un peu comme ce que disait Harmonie. Tu vas avoir le salaire pour toute la semaine, pour l'ensemble de tes plateaux de travail, de tes plateaux de tapage prévus sur la semaine. Et ensuite, les jeunes ne se rendent pas... D'accord, très bien. Merci. Est-ce que certaines associations intermédiaires avec l'AI, en fait. Ah, pardon. Vas-y, Armo. Non, c'est pas l'AI qui nous donne l'argent, on fait des écritures comptables. C'est ITAC, enfin l'asso qui avance tout cet argent, fait des acomptes, des avances. Et après, sur les écritures comptables, quand l'AI nous facture une globalité, après nous on facture ce qu'on a déjà donné, les acomptes, et du coup on s'équilibre comme ça. Et en gros, nous on fait l'avance sur salaire. Du coup, aux jeunes, on leur fait, quand ils signent leur relevé d'heures, on leur fait signer des demandes d'acompte. Et comme ça, ils ont des acomptes. C'est comme ça qu'on leur donne les sous. Et avec les logos, les machins, faire ça un truc un petit peu officiel, même si on sait que c'est particulier, mais voilà. En tout cas, et puis après, c'est des écritures comptables entre les comptables de l'AI et de l'ITAC. Et de ton asso. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'AI, mais moi, je peux le dire, ce qu'on pratique ici. Nous, on ne se déplace pas. On a toujours voulu qu'ils viennent dans notre AI. C'est comme ça qu'on crée le lien avec eux. On en a quand même pas mal qui passent en phase 3 chez nous. Et du coup, à chaque fois qu'ils ont une mission, même si c'est que 4 heures, ils viennent à la fin. Donc, on s'organise avec Antoine. Ils signent leur contrat, leur relevé d'heures. On leur donne sous forme d'acompte aussi, ce qu'on ne fait pas à la paye tout de suite, mais ils ont leur pécule en entier. Les seules fois où on va le donner en avance à Antoine, c'est parce que nous, on est fermé. Donc, si ça tombe un week-end, le mercredi après-midi, voilà, Antoine s'engage à prendre les enveloppes et à les donner que s'ils sont venus. Mais voilà, le but, c'est que même si c'est 4 heures le lundi, puis qu'un autre le mercredi et un autre le vendredi, en fait, ils viennent 3 fois dans la semaine. Et c'est comme ça qu'on crée le lien avec eux. Souvent, surtout que là, il fait chaud en ce moment, ils aiment bien, voilà, ils prennent un verre, on se pose, ils sont au frais, les chiens, on met des gamelles devant. Voilà, il y a toute une relation, puis plus ils nous voient et plus ils ont envie de passer en phase 3, je pense. En tout cas, nous, c'est ce qu'on s'est dit depuis des années. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est en effet cette situation-là, quand elle est possible, parce que géographiquement pas trop loin, horaire d'ouverture, comme vous le dites, Amanda, c'est l'idéal, parce que l'intérêt, c'est vraiment que les tapageurs et tapageuses, ils vous identifient, vous, association intermédiaire, comme pouvant les accompagner dans leurs projets socio-pro. Professionnels de XAPA CARUD, ce ne sont pas vos cœurs de métier, et donc c'est comment est-ce qu'on arrive à cette complémentarité de cœur de métier. Donc oui, le fonctionnement que vous avez mis en place sur Nantes, Amanda, en effet, est idéal, et vous le dites, du coup, un certain nombre de jeunes ont pu se saisir, du coup, de peut-être missions proposées par Cap Ouest. C'est peut-être important de se reposer la question des 2 AI si le territoire est grand.
Parce que nous, Antoine, en fonction du lieu de mission, il va soit prendre Cap Ouest, soit prendre Tapage, en effet, pour pas faire trop de temps de route avec les tapageurs. Mais voilà, je pense qu'on couvre quand même pas mal le territoire et ça lui évite de faire trop de route si le chantier est à l'autre bout de Nantes, en fait. Donc, voilà, pour certains, peut-être l'idée de se dire 2 AI sur mon territoire, c'est peut-être pas bête aussi. Ouais. Et ça marche très bien. Ouais. C'est le cas de quelques programmes, en effet, qui fonctionnent de cette manière-là, en effet. Et on a bien peut-être que, bien sûr, le critère, en effet, de distance géographique aide ou empêche d'avoir ce lien très fort que vous pouvez avoir avec aussi les tapageurs et les tapageuses. Est-ce qu'il y a d'autres AI ou programmes qui souhaitent témoigner de leur fonctionnement mis en place suite à la question que faisait Sophie sur tapage à La Réunion? Écoutez, non. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres témoignages ou remarques? Donc, en tout cas, on a bien noté qu'il y avait là 2 cas de figure spécifiques qu'on va pouvoir reprendre, que ce soit sur Montargis ou que ce soit sur Paris. Donc, Aurélie et Samia, on va pouvoir rester en contact là-dessus sur ces 2 cas de figure particuliers. Est-ce qu'il y a d'autres, en effet, programmes tapage ou associations intermédiaires partenaires qui souhaitent soumettre une situation, un blocage ou Merci. Alors, je vois qu'il y a des témoignages. Donc, Anne-Michel Mendy. Alors, Promaction, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais donc les jeunes viennent à la fin du plateau. Très bien. Avec ou sans l'encadrement tapage, encore mieux. C'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes qui sont en autonomie pour venir directement chez vous. Sur Rouen, très bien. Oui. Merci Anne-Michel. Donc oui, sur Rouen, cette situation-là, un peu le même fonctionnement qu'il y a sur Nantes, et ça permet, j'imagine, bien sûr, de créer du lien entre les salariés de votre association intermédiaire et les jeunes de tapage Rouen. Merci. En tout cas, moi, je voulais juste dire que c'était un très beau dispositif et vous remercier tous parce que c'est pas évident, on le sait, tous les éducs qui sont sur place et c'est un beau dispositif qui fonctionne. Donc, merci de l'avoir amené jusqu'à Nantes. Ouais. Merci à vous, partenaires associations intermédiaires, parce qu'en effet, sans vous, on ne ferait pas grand-chose. Donc, et comme je disais avant, c'est vraiment de trouver la complémentarité de chacun des compétences et des cœurs de métier de chacun au bénéfice de ces jeunes. Ouais, merci. Oui, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou merci, bonne journée. Merci Sophie, à bientôt. On arrête là. Est-ce que du coup, on reste connecté avec l'équipe de Montargis et l'équipe de Paris, Aurélie et Samia, ou vous souhaitez qu'on procède différemment? Je vous laisse en tout cas, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez, Annabelle. Ce que je te propose, c'est de faire passer les questions comme on a fait jusqu'à maintenant. Et comme ça, du coup, on voit après en direct avec Aurélie et Samia, si c'est OK pour toi. Si c'est OK pour vous, les filles, ça vous va comme ça? Oui, ça nous laissera le temps d'aller regarder les dossiers et analyser. On va aller creuser. Donc, si tu peux centraliser les questions, Annabelle, et du coup, moi, je leur transmets dans la foulée ou à elle aussi, puisqu'on est tout en copie des mails. Ouais, très bien. N'hésitez pas à nous donner leurs coordonnées, comme ça on peut appeler directement. On transmet les coordonnées des gens des autres, que ce soit sur la situation de Paris avec Iba et la situation Montargis avec Gary et Élise. Ouais, très bien. Merci Iba. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Alors, bonne journée. Merci. Bon appétit, bonne journée. Au revoir.